Et donc aujourd'hui, nous avons avec nous Mariam Bokoum qui se joint à nous de Bamako. Elle est chez nous agente de programme et dans quelques minutes, je vais vous la présenter de manière un peu plus détaillée. Bonjour Mariam, j'espère que tu vas bien. Bonjour Pascal, ça va et toi? Ça va très bien, merci d'être là aujourd'hui avec nous. Nous avons aussi Taïna Noster qui se joint avec nous de Port-au-Prince. Elle est agente de plaidoyer et communication à notre bureau de Port-au-Prince. Bonjour Taïna, comment vas-tu? Bonjour Pascal, et c'est un plaisir d'être avec d'abord toi-même et ensuite les participants et participantes à ce webinaire. Plaisir partagé. Et nous avons aussi avec nous Gina Aron qui se joint à nous de Tegucigalpa au Honduras. Elle est conseillère juridique à notre bureau donc de Tegucigalpa. Bonjour Gina, comment vas-tu? Bonjour Pascal, bonjour tout le monde. Merci beaucoup. Je suis très contente d'être ici avec vous. Un plaisir. Et nous, on est très heureux que tu sois avec nous aujourd'hui. Mais là, moi, je suis déjà impatient de sauter dans l'arène avec mes collègues. Vous allez nous permettre à toutes et à tous de nous tutoyer. On est des collègues, on travaille ensemble. Donc aujourd'hui, on va se tutoyer, on dialogue avec vous. Donc, je vais commencer, si tu permets, Mariam, avec toi. Donc, tu es malienne. Tu as étudié en droit privé à la faculté de droit de Bamako. Tu as commencé ta carrière comme agent enquêteur pour le gouvernement malien dans le cadre de la réforme du registre foncier. Mais ensuite, tu t'es joint donc à la première cohorte de jeunes juristes qui ont commencé donc le programme de formation et de relève générationnelle d'Avocats sans frontières. Ma question pour toi, pour commencer, Mariam, est de savoir qu'est-ce qui t'a amené, qu'est-ce qui t'a poussé à te joindre à Avocats sans frontières, à vouloir faire de la défense des droits humains ta carrière, et quels sont les enjeux qui t'animent, toi, qui t'ont poussé donc vers ce métier-là? Merci beaucoup Pascal et merci pour l'opportunité que vous nous offrez de montrer un peu plus de ce que nous sommes et ce que nous faisons sur le terrain. En fait, à vrai dire, je ne saurais te donner un moment précis à partir du moment où je me suis dit que je défendais les droits humains. Parce que pour moi, je l'étais sans vraiment le savoir. Et ça peut paraître très cliché de dire que depuis très jeune, je ne supportais pas l'injustice. Mais cela est vrai et d'autant plus lorsqu'on vit dans un milieu où on voit au quotidien cette injustice-là être commise contre d'innocentes personnes et de voir aussi que beaucoup plus de jeunes filles et de femmes subissent cette injustice-là par rapport aux hommes au sein de nos communautés. Et dès là, il y avait des choses auxquelles je ne trouvais pas des réponses, des pratiques que je ne comprenais pas et face auxquelles je me sentais un peu impuissante. Et la société patriarcale dans laquelle nous sommes au Mali n'encourage pas vraiment les jeunes filles à développer leur confiance en soi et à révéler leur plein potentiel. Et donc, moi, j'ai grandi dans cet environnement-là. Et pour la petite histoire, moi, ma mère a été déscolarisée lors de son adolescence, juste avant d'entrer au lycée. Et à l'époque, l'excuse, c'était qu'une jeune fille qui était instruite était une menace déjà pour l'homme, mais aussi pour la communauté parce qu'elle pouvait s'indigner contre certaines choses qui se pratiquaient à ce niveau-là. Et donc, moi, j'ai grandi et dans cet environnement où je sentais en fait souvent la frustration de ma mère d'avoir été privée de ce droit-là et d'avoir, si je peux dire, écraser ses espoirs et ses ambitions dans l'œuf. Donc, elle a mis toute sa force et toute son énergie pour que nous n'ayons pas à vivre ce qu'elle a vécu. Et donc, grandir dans ce milieu-là, c'est très difficile pour une jeune fille. Et après les études, en fait, j'ai grandi comme ça et j'ai fait tout mon cursus en étant quelqu'un de réservé, de très timide et tout ça. Et après avoir eu ma maîtrise en droit, comme tu l'as rappelé, j'ai eu la chance de bénéficier de ce programme de relève générationnelle qui a été initié par le projet JUPREC et dont l'objectif était de permettre à de jeunes juristes, femmes et hommes, d'effectuer des stages au sein des cabinets d'avocats,
mais aussi au sein d'organisations de la société civile et de leur offrir pour la plupart une première expérience professionnelle, et notamment dans le domaine des droits humains. Et ce programme a été vraiment un tournant dans ma vie car j'ai trouvé ma voie en fait et je me suis dit qu'au-delà de ne pas comprendre certaines choses, mais de les garder pour soi, on peut être acteur de changement au sein de nos communautés et que la voix de chacun compte pour que cela change. Donc, pour cela, après cela, en fait, j'ai eu la chance, on va dire, d'intégrer ensuite l'équipe d'Avocats sans frontières Canada et de travailler avec des personnes avec qui je partage les mêmes valeurs et qui ont la même vision d'un avenir meilleur et de qu'est-ce qu'on doit faire pour que les choses changent au quotidien. Donc, voilà un peu si je peux résumer mon parcours et comment est-ce que j'ai atterri au sein de l'équipe d'ASFC. Et donc là, c'est intéressant, Mariam, tu nous dis, pour toi, c'était un programme de formation qui est un tournant dans ta vie et qui te permet de dire, ah ben, ce désir de changement, je peux être moi-même une actrice. Et ce changement, tu veux l'amener surtout sur quel plan? Donc, quels sont les éléments sur lesquels toi, tu penses pouvoir travailler ou sur lesquels tu travailles en réalité déjà au quotidien? Oui, et comme je le disais, c'est vrai que ça a été un tournant et au-delà de ce côté renforcement de capacité, de compétences que le programme a offert à ces jeunes-là, il y a aussi eu un accompagnement pour avoir plus confiance en soi, pour déceler les enjeux qu'il y a dans notre communauté, à voir comment est-ce qu'il faut les changer. Et moi, peut-être vous l'aurez un peu compris dans ce que je dis, mais moi, les enjeux qui me tiennent énormément à cœur, c'est l'égalité entre les hommes et les femmes. Et c'est ce que j'essaie de réduire dans mon travail au quotidien. Et pour la petite histoire, juste après le programme et à mes débuts à ASFC, j'ai eu la chance de participer à une formation au Burkina organisée par une ONG genevoise et aussi une ONG locale burkinabèse qui s'appelle le CIFDA. Et la thématique de cette année-là, c'était comment minimiser et lutter contre les pratiques traditionnelles néfastes. Et donc, pendant cette formation-là, j'ai eu à développer un projet sur les mutilations génitales féminines, qui sont un sujet très tabou et qui, très sincèrement, avant la relève générationnelle, je n'aurais jamais imaginé que j'oserais en parler, que ce soit dans mon environnement familial ou dans un espace plus grand, avec plus de public. Et j'ai eu la chance, ce projet-là a été primé. Et quand je suis revenue au Mali, j'ai eu la chance, avec les autres membres de ce programme de relève générationnelle-là, d'essayer d'aborder ces questions-là auprès des leaders communautaires, mais aussi de tous les acteurs concernés pour essayer de traiter la question. Donc, ce programme-là, en plus de renforcer mon engagement et mon envie de faire plus pour l'égalité des genres, a en fait ouvert la voie pour oser parler de certains sujets qui sont jugés tabous dans notre communauté. Merci beaucoup, Mariam. Et là, tu as beaucoup parlé donc d'éducation, de formation, et ça m'amène donc vers Taïna, parce que Taïna, donc, à Port-au-Prince, en Haïti, tu as une longue expérience, toi aussi, en matière à la fois. Donc, tu es formé en droit et en éducation, et tu as une longue expérience dans des projets, des initiatives d'éducation populaire, de renforcement de capacité, notamment en matière d'égalité de genre. Et tu as joint donc Avocats sans frontières il y a 4 ans et avec nous, donc, tu travailles surtout justement en matière de plaidoyer et de communication en matière d'accès à la justice et de lutte à la discrimination ou dit de l'autre côté, en matière de lutte pour l'égalité de genre. Est-ce que tu peux nous parler, toi aussi, de ce qui t'a amené donc, dans ce domaine-là et de ce qui te motive? Donc, quels sont les enjeux sur lesquels tu désires te concentrer comme défenseur des droits humains? Merci Pascal. Je commençais par dire que, sans vouloir faire peur, bien sûr, aux gens qui sont ici, que je suis une rebelle de nature. Donc, je questionnais tout. Pourquoi on a telle habitude? Pourquoi telle coutume? Pourquoi telle... J'avais toujours des questions, surtout en ce qui a rapport aux droits des femmes par rapport aux hommes. Je suis aussi une femme de terrain.
pendant mes études en droit, je prenais plaisir à parcourir les régions en tant que formatrice en droits humains au niveau du département de l'Artibonite. On a 10 départements dans le pays, donc ça, c'est un département d'Haïti. Et là, je rencontrais des gens, j'étais à l'écoute des gens, je formais les gens, j'initiais des jeunes et des adultes en matière de droits humains. Et ce que j'entendais me disait que je devais m'impliquer, je devais accompagner, je devais aider, j'ai quelque chose à offrir. Mais l'autre raison aussi, c'est que j'appartiens à une génération qui a grandi dans l'instabilité. Juste quelques minutes avant le webinaire, là, on entendait des tirs depuis le bureau où je suis. Donc, cette instabilité-là, je l'ai connue de la maternelle à la faculté. Et mon fils aussi connaît cette instabilité-là. L'instabilité amène aussi l'insécurité. Et c'est sûr, par voie de conséquence, on peut parler aussi d'une augmentation des violences basées sur le genre, particulièrement du viol. Et je dois t'avouer, Pascal, que vraiment, j'ai entendu des témoignages poignants sur les questions de violence basées sur le genre, sur les questions de viol, en lien avec l'instabilité, en lien avec l'insécurité. Donc, je me suis dit, mais pourquoi continuer à subir et ne pas m'engager pour changer des choses? Donc, moi, pour moi, les enjeux, c'est vraiment la corruption, l'impunité qui engendre l'instabilité politique et la question des droits des femmes, particulièrement de l'égalité entre hommes et femmes. On va revenir un petit peu tout à l'heure, Taïna, sur justement ces enjeux-là, mais en quelques secondes, est-ce que tu nous parles des difficultés? Il y a des tirs actuellement, tu entends des tirs de chez toi, mais est-ce que tu vois aussi qu'il y a des avancées qui sont possibles dans ces secteurs-là dans lesquels tu es engagé? Oui, je crois que oui, c'est possible. Parce que là, à travers le projet que nous avons en Haïti, l'accompagnement qu'on offre, c'est des petits pas, certes, mais c'est des pas qui nous aident à avancer. Arriver à tendre vers la justice, arriver à autonomiser les femmes par le droit, bien sûr, arriver à renforcer les capacités des jeunes, à sensibiliser les jeunes sur des questions, à rendre les gens plus conscients de leur réalité, ça, c'est un pas qui nous aidera, bien sûr, je dirais, à conjurer ce sort-là, cette instabilité de laquelle on patauge depuis un certain temps. Très bien, merci. Puis on va y revenir tout à l'heure, Taïna, sur ces sujets-là. Maintenant, j'aimerais qu'on se déplace vers Tegucigalpa, au Honduras, pour discuter avec Gina. Donc, Gina, toi, tu es formée en droit, notamment, tu es titulaire d'une maîtrise en droit international de l'American University à Washington. Tu as aussi un diplôme en sciences sociales et juridiques. Tu as travaillé à la Croix-Rouge, notamment dans un programme pour les personnes disparues et les personnes déplacées. Donc, on voit aussi qu'il y a là une thématique de droit international et de protection des personnes en situation de vulnérabilité qui semble être la ligne conductrice de ton profil. Même question pour toi, Gina. Parle-nous un peu de ton engagement personnel, de ce qui te pousse dans ces thématiques-là et quels sont les thèmes qui te sont particulièrement chers sur lesquels tu travailles quotidiennement. Oui, bien sûr, merci. Avec plaisir, Pascal. J'ai découvert mon intérêt pour les droits humains dans le cadre d'une maîtrise en droits humains aux États-Unis. Et c'est à partir de cet instant que j'ai su que c'était le domaine du droit qui m'intéressait le plus. Et ceci en raison de ma volonté d'aider les personnes en situation de vulnérabilité, en particulier les femmes et les enfants de mon pays, le Honduras. Au Honduras, il y a un des plus hauts taux de violence contre les femmes et les filles dans la région, ce qui se manifeste notamment par des féminicides, des violences sexuelles, des inégalités et des discriminations. Le contexte du pays, Honduras, est imprégné par le machisme, que ce soit à la maison, au travail ou à la sphère publique. Ce machisme est omniprésent et va jusqu'à provoquer des morts violentes. Cette situation génère en moi beaucoup d'inquiétude et d'impuissance et m'a amené à vouloir changer les choses. Et par exemple, seulement dans cette semaine, il y a eu 4 féminicides dans différentes zones du pays et ça, c'est pas possible. Non?
Et pendant mon séjour à Washington, j'ai entrepris de soutenir les migrants d'Amérique centrale, en particulier les Honduriens qui se trouvaient dans des situations de grande vulnérabilité. Je me rendais donc dans les centres de détention et pour leur faire connaître leurs droits. Cette expérience m'a fait prendre conscience des besoins de la population de mon pays et m'a permis d'identifier les violations des droits humains comme l'une des causes structurelles de l'exode constant des Honduriens. À ce moment-là, j'ai réalisé qu'avec mes connaissances, si je retournais en Honduras, je pourrais aider mes concitoyens, ce qui m'a poussé à revenir dans mon pays. Et à mon retour en Honduras, j'ai eu l'occasion de connaître la perspective du gouvernement sur les droits humains en Honduras, qui est un aspect très important pour pouvoir mieux situer les institutions et les acteurs clés dans ce domaine, ainsi que les moyens permettant d'avoir un impact plus important. Toutefois, au fil du temps, j'ai réalisé que ma place était à la défense juridique des victimes, où je pouvais avoir un impact plus important. Je crois que nous pouvons créer un monde meilleur, même en nous concentrant sur une question spécifique. Et puis, c'est aussi pour ça que pendant un temps, j'ai eu l'opportunité de travailler pour aider des personnes déplacées par la violence en Honduras et aux familles de migrants disparus. Ce sont des personnes qui fuient avec leurs enfants principalement pour échapper à la violence ou pour améliorer leur situation économique précaire. Et ce travail m'a donné donc une perspective plus profonde sur les nécessités humanitaires de ces populations. Et finalement, il y a 2 ans qu'Avocats sans frontières Canada s'est croisé avec mon chemin et j'ai su que je devais travailler dans une des rares organisations Honduras ayant une expertise dans le litige stratégique des droits humains. Merci, Gina. Et c'est intéressant, donc tu nous dis que dernièrement, encore 4 féminicides au Honduras. Et ça, c'est intéressant. Donc, le féminicide, c'est donc le meurtre, l'attentat à la vie de femmes parce qu'elles sont des femmes. Et je trouve ça intéressant que tu l'aies mentionné, Gina, parce que c'est un concept qui est largement inspiré notamment de nos collègues de l'Amérique latine, où le concept s'est développé et est maintenant intégré dans les lois de plusieurs pays en Amérique latine. Alors, c'est une inspiration pour nous, notamment ici au Canada et dans d'autres pays. Alors, c'est ça la beauté de la coopération internationale, qui est ces inspirations mutuelles. Donc, merci de le mentionner, puis on va revenir tout à l'heure au contexte un petit peu au Honduras. Mais là, je me tournerai peut-être vers Taïna. Tu évoquais donc tout à l'heure, je trouve ça intéressant, tu nous as projeté vers les possibles, vers ce qu'on peut faire puis ce qui peut avancer. Avant d'aller dans certaines des difficultés qu'on vit en Haïti, j'aimerais ça que tu nous parles de quelques réalisations ou de quelques avancées concrètes dont tu es particulièrement fier. Tu dis, ben, moi, j'ai participé à ça, j'ai vu ça, et ça, c'est du changement dans ces dynamiques dont on parlait tout à l'heure, dont tu es particulièrement fier. Alors, je dirais, Pascal, que dans le cadre de ma collaboration avec Avocats sans frontières Canada, ça fait déjà 4 ans que je travaille pour Avocats sans frontières Canada, nous mettons en œuvre un projet intitulé Accès à la justice et lutte contre l'impunité en Haïti. Et ça tombe bien parce que justement, moi, je suis indignée, je suis révoltée parce qu'on a comme impunité, la situation d'impunité, de corruption. Déjà, on a encore baissé dans l'enquête de Transparency International et ça, c'est grave. Donc, à travers ce projet, moi, je suis particulièrement fière d'avoir pu participer dans l'élaboration d'un guide anticorruption. Et à travers ce guide aussi, on a formé des jeunes, on a un partenaire qui a formé des jeunes répartis un peu partout dans le pays qui vont documenter les cas, les dénoncer et la documentation, je le dis, c'est très important si on veut judiciariser les cas. Je suis tout aussi fière également de noyaux d'avocats qu'on a présentement. C'est des jeunes avocats très sensibles à la question des droits humains. C'est des jeunes avocats qui ont déjà commencé à s'engager. C'est des jeunes avocats qui ont déjà montré leur capacité dans la défense des personnes en situation de vulnérabilité. Et justement, on compte sur ces avocats et ces avocates-là pour continuer à aider dans l'amélioration de l'accès à la justice des personnes en situation de vulnérabilité, qui est justement notre cible au niveau de ce projet.
Je suis tout aussi fière d'un cabinet spécialisé en éthique stratégique que nous avons pu mettre sur pied dans le cadre de ce projet. Moi, j'ai vu que ce cabinet-là, d'ailleurs, ce sont des avocats et des avocates très courageux, très courageuses, qui n'ont pas peur, qui arrivent à judiciariser des cas importants, des cas où des personnes en situation de pouvoir sont remises en question. Donc, pour moi, ça, c'est une avancée. Bien sûr, on n'a pas les résultats qu'on voudrait avoir tout de suite, mais on est sûr qu'à travers les jurisprudences qu'on aura, on pourra changer bien des choses et améliorer l'accès à la justice des personnes en situation de vulnérabilité. Je dirais aussi, moi, je suis agente de plaidoyer et de communication, donc je suis particulièrement fière du fait que là, je suis en train d'accompagner un groupe de femmes, c'est encore réparti sur tout le territoire du pays, qui travaillent sur des actions de plaidoyer à mener et parmi lesquelles une action de plaidoyer sur la détention illégale et arbitraire des femmes pour que plus jamais des femmes détenues ne soient violées, pour que plus jamais ce fait-là que nous avons connu ne se répète dans notre histoire. Je suis particulièrement fière de ça. Je suis tout aussi fière d'avoir pu contribuer au fait que nous investissons dans des outils pour initier des enfants à la question des droits humains. Quand je parle d'outils, je parle de dessins animés qu'on a réalisés. Je parle de bandes dessinées, de livres qu'on a réalisés avec notre partenaire dans le cadre du projet. Et enfin, je suis particulièrement fière d'une campagne que nous avons menée récemment. D'ailleurs, j'invite les personnes qui participent à ce webinaire à visiter notre site. Ils vont trouver tout ce dont je parle là, et particulièrement cette campagne qui est sur Facebook, où on parle du consentement. Et ça, c'est un sérieux problème ici avec le patriarcat, le fait que l'homme pense, tantôt Gina parlait de féminicide. En début d'année, nous avons connu tellement de cas de féminicide ici parce que justement, l'homme pense qu'il a un droit de vie et de mort sur la femme. Donc, pour moi, cette campagne sur le consentement-là qui a généré un débat énorme, c'est une grande réalisation. Merci, Taïna. Et de fait, cette campagne-là, je pense, est très inspirante pour plusieurs autres contextes, dont le contexte canadien. Très belle campagne sur le consentement. Et donc, là, tu parles toi aussi donc, des féminicides, dont Gina donc, nous parlait tout à l'heure. Et je reviendrai vers toi, Gina, pour te poser un peu la même question. Tu nous as parlé de problématiques similaires. Est-ce que, donc, dans le cadre de tes fonctions chez Avocats sans frontières ou précédemment, il y a des réalisations, il y a des avancées dont tu es particulièrement fier et dont tu aimerais nous parler aujourd'hui pour les partager avec les gens qui sont avec nous, pour nous inspirer? Oui, bien sûr. Merci Pascal. J'ai le privilège de faire partie des changements fascinants que le projet génère en Honduras, comme par exemple la mise en œuvre et le soutien des cabinets spécialisés dans les droits humains. Nous avons participé au changement de la culture du litige stratégique au Honduras en collaboration avec ces cabinets d'avocats, une forme de défense des droits humains qui est encore très peu développée en Honduras. Je suis également très fière de participer à l'autonomisation des femmes victimes de différents types de violences en dispensant une formation de base en matière de litige stratégique aux équipes multidisciplinaires de nos organisations partenaires, ce qui leur a permis de comprendre mieux le rôle important que chacune peut jouer dans la défense d'un cas emblématique qui est génératrice d'un changement de paradigme. Et je voudrais vous parler d'un cas de l'une de nos organisations partenaires dont le nom ne peut pas être mentionné pour des raisons de confidentialité et qui concerne le cas d'une survivante de tentative de féminicide. Mais avant, je voudrais rapidement vous donner un peu le contexte sur la situation des féminicides en Honduras. Et selon l'Observatoire de l'égalité de genre d'Amérique latine et des Caraïbes de la CEPA, le Honduras est l'un des premiers pays d'Amérique latine à avoir le plus haut taux de féminicide. Donc, au moins 12 femmes sont assassinées chaque jour dans la région par le fait d'être seulement des femmes. Et puis là, ce sont des chiffres impressionnants et la plupart de ces cas demeurent toujours impunis.
Et puis, et ce sont des femmes qui ont moins de 30 ans. Il s'agit alors d'un sujet prioritaire pour le travail de la SFC en raison de l'impact que la situation de violence et de féminicide a sur la vie des femmes au Honduras. Donc, grâce à les formations dispensées par l'équipe de l'organisation partenaire a pu défendre avec succès l'affaire dans le cadre d'un vrai litige stratégique qui a abouti à une condamnation reconnaissant la culpabilité de l'agresseur pour le crime de tentative de féminicide, créant ainsi un précédent pour les femmes victimes de ce type d'agression. Bon, des avancées notables dans des cas emblématiques. Ça fait chaud au cœur de voir que oui, il peut y avoir du changement et oui, il peut y avoir justice pour les victimes. Mariam, on retourne en Afrique, on retourne au Mali avec toi. Même question, dans ta première intervention, tu as parlé de pratiques bien ancrées dans les traditions, d'inégalités, de chances pas toujours égales pour les femmes par rapport aux hommes. Et là, donc, tu es une actrice de changement depuis quelques années. Est-ce que toi aussi, tu vois du changement? Est-ce que tu vois des choses qui changent, des choses qui s'améliorent ou des avancées dont tu aimerais nous parler aujourd'hui? Tout à fait, Pascal. Nous sommes en train d'enregistrer de grandes avancées, notamment en ce qui concerne le LS. Une des fiertés est que nous avons contribué il n'y a pas très longtemps à rendre possible l'audition de victimes de violences basées sur le genre devant la Cour de justice de la CEDEAO, qui est la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest. Et également, pour la première fois, l'État du Mali est traduit devant cette Cour de justice-là au sujet d'un cas vraiment emblématique de violation des droits humains qu'est la pratique de l'esclavage par ascendance dans la région de Kaï, qui est la première région du Mali. Et la décision n'est pas encore rendue aujourd'hui, mais cette Cour a aujourd'hui l'opportunité de rendre une décision historique, du moins pour ce qui concerne le Mali, sur ce fléau qui est très présent dans notre pays, non seulement à Kaï, mais aussi un peu partout au Mali, mais qui est encore tabou et qui est jugé comme normal à tous les niveaux, en fait. Ce n'est pas défini par le niveau d'instruction des Maliennes et Maliens, mais la majorité pense que l'esclavage par ascendance est une pratique dont on a hérité depuis des siècles et que c'est quelque chose de normal. Et dans ce sens-là, je suis fière que ASFC aujourd'hui, à côté des OSC nationales, ose aborder ce sujet-là et l'amener à un niveau plus loin, à un niveau régional pour parler de ces sujets-là. Et c'est en ça que nous contribuons en fait à créer cet impact social-là et à changer les choses. Et une autre chose dont je suis fière également, c'est comme tu l'as dit, comment nos pratiques, les choses que nous avons développées depuis le projet JUPREC, Justice, Prévention et Réconciliation, jusqu'à aujourd'hui, qui contribuent en fait à faciliter le quotidien des femmes et à permettre leur participation au processus de paix de façon générale. Et pour la petite histoire, je me rappelle, en 2018, nous avons organisé des consultations thématiques des femmes avec un de nos partenaires qui est la Commission Vérité, Justice et Réconciliation et qui était en train d'élaborer sa politique de réparation. Mais à un moment donné, on s'était dit, il n'y a pas assez de femmes qui étaient écoutées. Qu'est-ce que les femmes veulent en termes de réparation? Qu'est-ce qu'elles attendent de l'État malien? Et puis, on a décidé d'organiser ces consultations-là. Et l'insécurité qui prévaut aujourd'hui encore et qui a commencé depuis, pour ceux j'imagine que vous le savez déjà, depuis 2012, le Mali connaît une crise sans précédent et cela s'étend de plus en plus vers le centre et le sud du pays. Et à un moment donné, on s'était dit, oui, c'est vrai, on est pour que les femmes participent, mais le nord maintenant est souvent inaccessible. Et pour nous, et pour nos partenaires qui, pour des raisons de sécurité, ne vont pas dans certaines localités éloignées. Et donc, on s'est dit, comment est-ce qu'on pourrait faire participer ces femmes-là? Comment est-ce qu'on pourrait faire entendre leur voix? Parce qu'une femme qui vit à Bamako, par exemple, ne vit pas les mêmes réalités qu'une femme au nord, à Kidal, par exemple. Donc, il était important pour nous de créer ces mécaniques-là pour faire participer chacune des femmes parce que la voix de chacune comptait. Et lorsqu'on a enclenché cette procédure-là, c'était vraiment difficile pour nous, comme je le disais, de nous rendre sur le terrain. Donc, on s'est dit, si on ne peut pas aller vers ces femmes-là,
on va mettre en place un mécanisme qui soit assez sécuritaire pour elles, pour qu'elles puissent venir à Bamako et qu'elles puissent dire ce qu'elles pensent et leurs attentes. Et lorsque cela s'est fait, on a rencontré des femmes, des leaders notamment au sein de leur communauté, mais qui avaient des difficultés parce qu'elles avaient des enfants et qu'elles ne pouvaient pas abandonner leurs enfants, par exemple, et venir à des milliers de kilomètres pendant des jours pour participer à nos activités. Et donc, on s'est dit que rien n'est trop beau, en fait, pour faire participer ces femmes-là. Donc, on a dit, si vous ne pouvez pas venir seules, nous allons vous permettre de venir avec vos enfants, de réserver, par exemple, pour nos activités, juste simplement une garderie pour que ces femmes-là soient rassurées et puissent pleinement participer aux activités. Et ces petites actions-là, ce sont ces petites réussites pour moi qui me rendent énormément fière de nos actions au quotidien. Et je n'oublierai jamais cette femme-là qui a participé à cette consultation-là et qui, d'entrée de jeu, a montré en fait son plein potentiel, sa capacité de leadership. Et elle est de Gao. Et aujourd'hui, à son retour après ces consultations-là, elle a permis à pas mal de victimes dans ces localités-là de comprendre les réparations, de comprendre le rôle qu'elles ont à jouer pour cela et pour le processus de paix de façon générale. Et elle a dit quelque chose qui m'a vraiment marqué, qui était qu'avant la crise, les femmes n'étaient pas prises pour compte. Et que même au sein de sa famille, dans les conseils de famille, elle n'osait pas prendre la parole pour donner son point de vue parce qu'elle était une femme. Et voir son évolution et se dire qu'aujourd'hui, elle est un point focal pour la CVJR et pour les autres organisations qui travaillent dans le domaine de la justice transitionnelle et qu'elle a pu réunir les femmes et leur expliquer leur rôle, l'importance qu'elles participent à ce processus-là. Et moi, c'est en fait une des plus grandes réussites, de permettre à toutes les femmes, peu importe où elles sont, de participer et de faire entendre leur voix. Merci, Mariam, de partager avec nous cet exemple-là qui montre ce que ça veut dire, la participation des femmes au processus de paix, de réconciliation, de dialogue, qui est extrêmement important, et de tenir compte de leur situation particulière. Une dernière question là, qui m'intéresse beaucoup, moi. Donc, si vous aviez à choisir là, une leçon apprise ou un défi particulier en matière d'accès à la justice, notamment en matière d'égalité de genre, ou une opportunité que vous voyez actuellement dans chacun de vos contextes, au Honduras, au Mali, en Haïti, et que vous voudriez partager donc avec le groupe aujourd'hui, qu'est-ce que ce serait? Un ou deux, mais vraiment en 2 minutes pour qu'on puisse ensuite échanger avec les gens qui sont avec nous aujourd'hui. Je commencerai peut-être par toi, Gina. Donc, leçon apprise, opportunité ou défi. Super, merci. Et bien sûr, en Honduras, il existe de nombreux obstacles en matière d'accès à la justice, non seulement d'un point de vue juridique, mais aussi d'un point de vue social. La société hondurienne est une société très conservatrice qui hésite à changer le status quo, ce qui nous permet d'aller vers une harmonisation réelle ce qui ne permet pas, d'aller vers une harmonisation réelle de notre législation avec les standards internationaux des droits humains. Ce conservatisme se manifeste également dans la législation de fond, dans les formations de fonctionnaires et dans la manière dont les opérateurs de la justice se prononcent. En outre, il existe encore de nombreuses lacunes dans l'administration de la justice elle-même, la corruption et l'impunité. Il y a sans aucun doute beaucoup de travail à faire, mais c'est pour ça que je suis au bon endroit. Et puis, la coopération internationale et les organisations de la société civile font un travail essentiel en ouvrant des espaces qui garantissent l'accès à la justice pour les victimes de violations des droits humains. Alors, c'est pour ça que je crois fermement qu'ASF permet que la défense des droits humains se réalise avec moins d'obstacles, comme nous l'ont exprimé souvent nos cabinets partenaires. Permettez-moi de vous donner un exemple très concret sur ces outils que nous donnons aux partenaires. Il s'agit du cas Sarah, une jeune femme accusée d'avoir fait avorter en 2018. Sarah est originaire de Choluteca, une des régions les plus conservatrices du pays. Et c'est grâce au travail de nos cabinets et avec le soutien d'ASF qu'elle a été reconnue non coupable. Dans sa décision, la Cour a mentionné qu'il y a des problèmes sociaux et humains complexes qui se cachent derrière la criminalisation de l'avortement. Cela a permis d'attirer l'attention du public sur la nécessité de faire progresser cette législation hondurienne en matière d'avortement. Et pour finir, plus précisément, la Cour a établi que l'avortement, loin d'être une figure juridique, est un problème purement social qui doit être discuté ouvertement avec un regard critique, loin de tout préjugé
morale. Et cette décision reprend les arguments que ASFC a donnés et les références aussi, la jurisprudence. C'est ça ce que je pourrais dire très rapidement. Il y a beaucoup plus, mais oui. Merci, Gina. Un enjeu très complexe de fait. Et là, ce qui est intéressant, hein, c'est que tu nous dis que la voix des tribunaux a permis d'affirmer que cette dynamique-là n'est pas seulement un problème juridique, mais une question sociale. Alors, et c'est ça donc l'ampleur du problème. Mariam, je te poserai la même question. Pour toi, leçon apprise, un défi ou une opportunité importante que tu vois? Une des opportunités que je vois, notamment avec le contexte actuel que nous vivons, c'est le contexte de transition politique qui offre quand même une opportunité inespérée d'engager des réformes de fond, notamment en matière d'accès à la justice, notamment aux femmes et aux jeunes filles. Et de plus, la transition a mis au cœur de ses priorités la mise en œuvre de l'accord pour la paix et la réconciliation qui a été signé en 2015 par les acteurs du conflit. Et il y a également l'annonce en fait de la mise en œuvre d'une loi d'orientation, de programmation et de développement du secteur de la justice qui, à travers un programme quinquennal, vise à doter la justice de moyens techniques, humains et matériels afin de favoriser en fait l'accès à la justice à ces femmes-là. Et le fait est que les défis n'ont pas beaucoup changé depuis ces dernières années et l'insécurité ou encore le manque de confiance des justiciables en la justice malienne sont autant de défis auxquels nous devons faire face au quotidien. Et les OSC que nous avons accompagnés dans le cadre du projet JUPREC et qui sont sur le terrain au quotidien et à qui nous avons légué des outils nécessaires pour faire cette sensibilisation sur le terrain-là, continue même après ce projet-là à œuvrer au quotidien pour faciliter ce processus-là aux victimes. Et ça, c'est quelque chose de très prometteur. Et une des leçons apprises et une également des fiertés que nous avons, c'est le fait que dans le cadre du litige stratégique, toutes les victimes que nous accompagnons, à un moment donné, nous nous sommes rendus compte qu'il y a ce risque de revictimisation, d'être déraciné de son lieu de vie, d'aller devant une cour pour la première fois pour certaines personnes et de parler de cas très sensibles, ça joue sur le mental des gens. Et une chose que nous avons appris, c'est qu'au fil du temps, lorsqu'on veut faire participer ces victimes-là, il faut qu'il y ait cet accompagnement psychologique avant et après pour éviter ce risque de revictimisation. Et c'est quelque chose que nous faisons dans le cadre du litige stratégique. Merci, Mariam. Et donc, tu le précises, hein, donc la victime est au cœur de tout le processus et ce sont ses besoins et sa situation particulière qui doivent nous guider tout au long d'un processus d'accès à la justice. Puis aussi intéressant, comme Gina, le paradoxe que tu soulignes, que la situation actuelle au Mali, qu'on aurait pu qualifier d'instable parce qu'il y a eu un coup d'État et donc des changements profonds, mais une opportunité pour des réformes et pour des changements favorables à l'accès à la justice. Très bien. Taïna, merci Marianne. Taïna, je me tourne maintenant vers toi avec la même question. Leçon apprise, opportunité ou grand défi. Et là, je vais tricher un peu. Je vais commencer tout de suite à ouvrir la période de questions parce que la première question, justement, est destinée, et je pense que ça complèterait bien ta réponse sur ma question à moi. On te demande, la situation en Haïti fait les manchettes partout dans le monde. Et tu as mentionné dans une de tes interventions, Taïna, que la situation est complexe actuellement. Donc, la personne qui pose la question serait intéressée d'avoir la vision d'Avocats sans frontières et la tienne sur la situation actuelle. Donc, peut-être que tu peux déjà joindre ces deux questions-là dans ton intervention. Merci, Pascal. Alors, je dirais que déjà, au niveau des défis, je me retrouve dans les réponses données par les collègues. Elles ont parlé de sécurité, c'est très présent. On a un sérieux problème d'insécurité qui affecte d'ailleurs le fonctionnement des tribunaux. On a aussi la grève à répétition du personnel judiciaire pour réclamer de meilleures conditions de travail. Mais je voudrais surtout insister en termes de défi de l'impunité passée et actuelle. Pourquoi je parle d'impunité passée et actuelle? C'est parce que, imaginons que des actes, des crimes contre l'humanité, commis depuis 35 ans, restent encore
impunis. Donc, si ces crimes-là du passé ne sont pas punis, c'est sûr que les crimes d'aujourd'hui ne seront même pas portés devant les tribunaux. Donc, c'est important de combattre d'abord les crimes du passé pour arriver aux crimes actuels. Et ce que je voudrais aussi dire en termes d'opportunités, c'est que on a une population jeune. On a des avocats et des avocates engagés, on l'a vu dans le cadre du projet. Et avec ces jeunes-là, on peut créer des précédents. On peut venir avec des jurisprudences. On peut changer des choses au niveau du système judiciaire justement pour améliorer l'accès à la justice pour les personnes en situation de vulnérabilité. Et pour venir à la question, c'est l'instabilité, comme je l'ai dit, je l'ai connue dès mon enfance. Et voilà, on est encore en plein là-dedans. Et actuellement, la situation est d'autant plus complexe du fait qu'on ne sent pas les institutions. On n'a presque pas de parlement. Et là, au niveau judiciaire et exécutif, on se demande, mais finalement, où est la ligne? Où sont les limites alors que les trois pouvoirs, normalement, sont des pouvoirs indépendants? Donc, quand, dans une situation d'instabilité, en plus, tu ne sens pas les institutions, là, il y a de quoi se poser des questions. Donc, nous, ce que nous demandons, c'est que vraiment que cette indépendance des trois pouvoirs, indépendance-là, soit effective. Que chaque pouvoir arrive à jouer son rôle comme il le faut, de manière autonome, et que personne n'empiète sur le travail de l'autre, et que tout le monde travaille au profit de la population, tout simplement. Merci beaucoup, Taïna, et d'avoir réussi d'ailleurs à lier les deux questions. J'espère qu'on va avoir un petit peu de temps pour y revenir. Une question maintenant qui s'adresse à toi, Mariam, mais en fait, je pense que nos trois collègues pourraient en discuter, mais on te dit ceci, on te demande ceci. On voit beaucoup de jeunes femmes maliennes qui prennent la parole sur les médias sociaux, notamment pour aborder des sujets tabous. Quelle est la place des médias sociaux dans cette entreprise de libération de la parole des femmes? Ben, c'est vrai, Pascal. Et en fait, les réseaux sociaux, c'est l'espace où on peut atteindre le plus de jeunes. C'est l'outil de la jeune génération, si je puis le dire. Et de plus en plus, je vois des femmes se revendiquer féministes et qui osent parler de certains sujets que les gens ne veulent pas voir, qui n'est pas politiquement correct, on va dire. Et elles ont de plus en plus, ces femmes-là, un auditoire sur les réseaux sociaux. Et la contrepartie, c'est qu'il faut le dire, elles ne sont pas nombreuses. Et lorsqu'il y a ces femmes-là qui se soulèvent contre le patriarcat ou contre la condition des femmes, on voit souvent des gens revenir et genre présenter, mettre en avant leur vie privée. Par exemple, une femme qui va s'insurger contre le mariage forcé, les MGF ou d'autres violations basées sur le genre, les gens vont juste dire c'est parce que tu n'es pas mariée, c'est parce que ceci. Et ils trouvent toujours un moyen pour mettre à nu, en fait, mettre en avant la vie de cette personne pour essayer de justifier sa position et essayer d'avoir un public pour légitimer ce qu'ils disent. Mais c'est vrai, il y a de plus en plus de jeunes femmes et aussi de jeunes hommes qui s'insurgent contre cela et qui le disent haut et fort sur les réseaux sociaux. Et ça, c'est une belle avancée parce que nous sommes la jeune génération. Et si nous arrivons à convaincre cette jeune génération-là, il y a certaines de ces pratiques qui ne risquent pas d'être perpétrées à l'avenir. Merci, Mariam. Puis je dois dire que moi, personnellement, depuis, ça fait presque 10 ans maintenant qu'on travaille au Mali et on a vu la différence, notamment dans les dernières années, où il y a vraiment une prise de parole des femmes sur les médias sociaux. Gina, une question maintenant qui t'est adressée. On s'en va à Tegucigalpa au Honduras avec toi, Gina. Quelqu'un ici nous dit « J'ai vu passer sur les médias sociaux des informations concernant l'histoire de Vicky. Je serais intéressé à en savoir plus. »
Ok, merci. En Super. 2 minutes, évidemment, toujours, Gina. Oui, oui, bien sûr. Le cas Vicky Hernandez, c'est un cas emblématique dans la lutte contre l'impunité et la discrimination des personnes LGBTI en Honduras. Vicky Hernandez a été assassinée dans la rue lors de le premier nuit du coup d'État en juin de 2019. Et alors qu'un couvre-feu avait été imposé pour les forces de l'ordre, le cas de Vicky reflète la violence et la discrimination systémique à laquelle doivent faire les personnes LGBTI en Amérique latine quotidiennement. L'absence d'enquête dans ce dossier révèle la négligence et l'inaction que des agents responsables, notamment par l'absence d'un rapport d'autopsie, d'enquête et d'interrogation de témoins. Et puis alors, ce cas a été présenté à la Commission interaméricaine par des droits de l'homme, par l'organisation militante 4H. Et le Honduras est prononcé responsable d'avoir violé une série de droits comme le droit à la vie, protection égale, protection judiciaire et non-discrimination. Et puis, la manque de conformité du Honduras pousse à la communauté à porter le cas devant la Cour. Et pour la toute première fois, alors, la mort d'une femme transsexuelle a été portée devant la Cour interaméricaine des droits de l'homme. Alors, le cas de Vicky constituera un véritable tournant dans la jurisprudence entourant la violence et la discrimination endurée par la communauté LGBTI en Amérique latine et inciterait l'État hondurien ainsi que ses États voisins à entreprendre des mesures nécessaires garantissant les droits humains aux populations vulnérables de la société. Merci, merci Gina. Donc, encore une fois, l'Amérique latine qui nous inspire, l'Afrique qui nous inspire, un cas qui se concentre, qui focalise sur la violence que subit cette personne et même donc son assassinat en raison de son statut de personne trans, extrêmement inspirant. Donc, on va suivre l'évolution de ce dossier-là dans lequel on est impliqué. On a eu tellement de bonnes questions, j'essaie de bien choisir. Elles sont toutes intéressantes. Il y en a une, en fait, qui vous concerne toutes les trois. On l'a abordé un petit peu tout à l'heure, Mariam, sous l'angle des médias sociaux, mais c'est sur la libération de la parole des femmes. Et là, on a reçu une dernière question, une question qui nous dit, qui l'aborde en fait sur la question des sociétés patriarcales. Et que donc, c'est parfois difficile de prendre la parole, notamment pour une femme, et d'aborder un certain nombre de thèmes, notamment dans le cercle familial, dans le cercle des amis. Donc, la question, c'est peut-être à toutes les trois, comment réagissent vos proches, comment réagissent vos cercles d'amis, des cercles professionnels autour de vous, à votre engagement et à votre prise de parole en faveur des droits des femmes. Je commencerai peut-être par Mariam, ensuite Taïna et ensuite Gina. Merci pour cette question. À vrai dire, au début, c'est compliqué pour la famille. En tout cas, pour la mienne, ça l'était parce qu'ils ne comprenaient pas vraiment ce que je faisais. Et pour certaines personnes, j'allais à l'encontre de la coutume, de la tradition et que je combattais quelque chose qui était propre à nous, qui nous appartenait. Et donc, ça a été difficile à un moment. Et pour dire vrai, en fait, c'est après ma formation au Burkina, quand je suis rentrée, et c'est là que j'ai eu une franche discussion avec ma mère, et je lui ai demandé pourquoi est-ce que dans votre communauté, vous continuez à pratiquer l'excision chez les jeunes filles? C'est quoi l'objectif? D'autant plus qu'il n'y a aucune donnée médicale qui prouve ce que les gens avancent. Et puis, elle se disait, sincèrement, moi-même, je n'ai jamais compris pourquoi, mais je l'ai juste fait parce que les autres le faisaient et que si je ne le faisais pas, je serais pointée du doigt au sein de la communauté. Et donc, c'est là qu'en fait, à vrai dire, moi, Pascal, j'ai vécu tellement de violations de ce genre ou de mariages forcés que mes cousines ont dû subir. Donc, j'étais pas la rebelle comme Gina le disait, mais on pensait que j'étais différente des autres. Et ça a été un obstacle au début. Mais au fur et à mesure, ma famille m'a acceptée telle que je suis, a accepté mes convictions parce que je n'allais pas aller sans. C'est soit tu les respectes, soit on ne continue pas. En tout cas, moi, je continuerai de défendre ceux qui, pour moi, sont mes valeurs et qui sont propres à moi. Et au fur et à mesure, lorsqu'on discute avec mes tantes, par exemple,
l'excision ou les autres VBG, c'est quelque chose de normal, c'est quelque chose qui se fait. Mais quand je discute avec mes cousines, c'est plutôt des discours du genre « j'ai vécu cette violation et je ne veux pas la faire subir à mes enfants ». Donc ça déjà, c'est prometteur et pour le changement, ça commence de là, ça commence au sein des familles, ça commence au sein de nos communautés pour viser un plus large public. Donc aujourd'hui, ma famille respecte et comprend ce que je fais et il y a aussi pour certains des encouragements que je reçois de la part d'eux. Donc c'est quand même pas évident d'oser se prononcer sur certaines pratiques, mais ça en vaut la peine pour que les choses changent. Le changement de l'intérieur, très inspirant. Merci, Marianne. Taïna, de ton côté. Tout à l'heure, Pascal, tu as parlé de la libération de la parole sur les réseaux sociaux. Je dirais qu'il y a aussi le harcèlement qui vient avec. Parce que même dans la campagne qu'on a eue, quand tu regardes les commentaires, moi, il y a une photo que j'ai choisie particulièrement, c'est parce que à chaque fois, moi, ça me dérangeait quand je voyais ces gestes-là. Et les commentaires qui accompagnaient ces photos-là, on réduisait le truc juste à une question de rapport sexuel, mais on ne voyait pas tout ce qu'il y avait derrière le consentement, tout ce que ça peut entraîner et tout ce que ça a déjà entraîné en termes de violence basée sur le genre. Des femmes qui ont été tuées, des femmes qui ont été violées, jetées sur des immondices. Ça, c'est justement parce que ce consentement-là n'est pas respecté. Désolée, dès qu'on parle de ce sujet-là, je m'enflamme. Alors, je disais que moi, je suis une tête forte. Ça, ma famille le sait dès le début. On sait que, je le disais avant, je questionne tout et je ne prends rien pour argent comptant. Donc, au niveau de ma famille, ils ont fini par accepter ce fait-là. Maintenant, au niveau des communautés, c'est pour ça que j'ai parlé du harcèlement. C'est sûr que quand tu es une femme et que tu oses maintenant remettre en question des trucs et surtout parler du consentement, c'est parce que tu es immoral, amoral, tout simplement. Mais je reste certaine que de même qu'on est arrivé à la libération de la parole, il arrivera aussi un moment où finalement, on finira par comprendre qu'il y a deux groupes dans la société. Il y a les hommes, il y a les femmes, point, boule. Et on a les mêmes droits, tout simplement. Très clair et très vrai. Merci beaucoup de partager ta passion avec nous, Taïna. Gina, de ton côté, on va terminer avec toi. Même question sur la libération de la parole ou sur la prise de parole. Merci. En parlant sur les féminicides et sur les réseaux sociaux, les réactions dans les réseaux sociaux, bien, il y a l'exemple d'une femme qui s'appelle Keila Honduras, une jeune femme étudiante de la carrière d'infirmerie qui a été arrêtée par la police et qui est morte au poste de police où elle était détenue. Et ça s'est passé le week-end. Et les autorités, dans ce cas, ont indiqué que la jeune femme s'était suicidée dans la cellule et ultérieurement, le résultat de l'autopsie de médecine légale a montré qu'il s'agissait d'un homicide. Cette mort a suscité l'indignation et les protestations de la société en général au Honduras et dans le monde entier en utilisant différents hashtags qui sont devenus viraux sur les réseaux sociaux. Et surtout parce qu'elle a décédé pendant la garde à vue. Non? Et je pense que c'est très important de donner une voix aux femmes. J'ai pu constater qu'avec ces 4 féminicides qui ont eu lieu ces derniers jours, les femmes ont commencé à dénoncer à travers ses propres réseaux sociaux des actes de violence basés dans le genre, des agressions que toutes les femmes nous vivons dans le quotidien dans ces pays et qu'elles ont vécu aussi. Je pense que c'est une façon de s'exprimer et de demander la justice, car malheureusement, il n'y a pas un vrai accès à la justice dans mon pays. Alors, c'est pour ça que c'est très important de travailler dans l'accès à la justice et c'est exactement ce que cette organisation a pour vocation de faire. Merci beaucoup, Gina. Et là, je suis désolé, on avait encore quelques questions dans le clavardage. On n'aura pas le temps de les aborder parce qu'on est arrivé à la fin de notre heure. Mais suivez-nous sur les médias sociaux, LinkedIn, Twitter, Instagram, notre site Internet. On est là, Facebook. Et on aborde plusieurs des thématiques qui font l'objet des questions. Il y en avait plusieurs qui suivaient, notamment sur la situation actuelle en Haïti,
Restez à l'écoute. On travaille sur les thématiques dont vous entendez parler actuellement et de même sur les thématiques dont on a parlé au Mali et au Honduras. Alors, suivez-nous sur les médias sociaux. La coopération internationale, c'est bilatéral. Je trouve ça extraordinaire qu'on ait avec nous aujourd'hui la présidente du Conseil du statut de la femme du Québec, Mme Louise Cordeau. Louise, je te salue chaleureusement, qui soulignait qu'il y avait aussi des vidéos sur le consentement qui ont été réalisées au Québec. Et justement, nos équipes ont été en relation pour s'inspirer l'une l'autre et partager les vidéos l'une l'autre. Alors, c'est ça l'émulation internationale. Alors, merci beaucoup. Sans plus tarder, je conclus. J'aurais aimé avoir une heure de plus avec vous. Je ne me lasse jamais de vous entendre, Gina, Maria et Taïna. On va avoir la chance de continuer, nous, à discuter dans le cadre de nos projets. Merci beaucoup de votre engagement. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Merci à tout le monde qui avait été avec nous aujourd'hui pour écouter ces récits de femmes engagées, inspirantes. Il y en aura d'autres.